Un cri de guerre pour accueillir le président Macron, une délégation polynésienne à Nice, à J-1 du sommet de l'ONU. Le monde est au chevet de l'océan et le Fénois au centre des premières annonces. Histoire d'un chantier polémique à Moorea, le projet Manutea Lodge coincé entre travaux à l'arrêt et enquête publique. Comment en est-on arrivé là? Explication dans ce journal. Vous croyez tous savoir sur Tapu Tapu Atea, 8 ans après son entrée à l'UNESCO? Quel nouveau défi entre reconnaissance mondiale et gestion locale? Redécouverte d'un lieu sacré dans quelques instants. Enfin, le dimanche fait bouger les passions, de la force des muscles à la puissance du panier. Finesse, performance et adrénaline dans notre page sport. Yaorana, dimanche 8 juin, avec la Polynésie soutenue devant le monde entier par Emmanuel Macron. À la veille du coup d'envoi du sommet de Nice, l'UNOC est plus que jamais à la une. Il y a eu cette annonce par le président Brotherson de renforcer la protection de notre aire marine. Et il y a maintenant des moyens promis par le président français. Arrivé à Nice, voyez cet accueil par la délégation polynésienne. Esther Cuneo avec l'AFP. Cris de guerre marquisiens, accolades chaleureuses et remise de cadeaux pour le président de la République. Un accueil chaleureux des Polynésiens au Palais des Expositions de Nice, transformé en énorme ventre de baleine. L'occasion pour le président d'échanger avec les délégations d'outre-mer, des territoires clés dont les ZEE ultramarines forment plus de 95% de l'espace maritime français. La première puissance maritime n'est pas là. La deuxième puissance maritime au monde, c'est la France, grâce à nos territoires ultramarins. Et en particulier la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, notre Guyane, nos Antilles, la Réunion, Mayotte. Et il y a eu des décisions très fortes qui ont été prises par le gouvernement polynésien. C'est à la fois une remobilisation de la France, de tous ces territoires ultramarins. Moi j'étais très fier là d'être aux côtés des Polynésiens, des Calédoniens, des Réunionnais, des Antillais, des Guyanais. Mais c'est aussi inédit. On n'a jamais rassemblé dans l'histoire de l'humanité autant de monde pour les océans. Mis sous pression par les ONG, le président a annoncé un renforcement de ses aires marines protégées avec une limitation du chalutage de fond sur 4% des eaux hexagonales. Mais la France a dû revoir ses ambitions à la baisse. Les 60 ratifications attendues à Nice afin de permettre l'entrée en vigueur du traité pour protéger la haute mer risquent de ne pas être obtenues avant la fin de l'année. La science est très claire. Si nous laissons l'océan tranquille, il se régénère. Il est capital de créer de nouveaux sanctuaires dans les océans, à l'abri de toute activité humaine. Il est nécessaire de protéger 30% de l'océan d'ici 2030, et c'est ce que le traité mondial sur les océans peut accomplir si les gouvernements le ratifient et s'unissent véritablement. Pour l'instant, le traité mondial sur les océans est l'un des symboles du multilatéralisme et d'une collaboration internationale très positive, mais ce n'est qu'un bout de papier pour l'instant. Nous devons le ratifier et commencer à réfléchir aux zones précises où protéger la haute mer et s'assurer que cette zone soit interdite aux industries extractives. Jusqu'au 13 juin, exploitation minière des fonds marins, traité international sur la pollution plastique et régulation de la surpêche ou de la pêche illégale seront à la table des discussions. Et dans ce contexte d'annonce, cette signature pour le projet Humboldt, c'est un nouveau câble sous-marin, le premier qui va relier l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Océanie. Alors pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un accord inédit entre le Chili et Google et qu'il va relier Valparaiso au Chili, à Sydney, en passant par la Polynésie française. Cela représente au total 14 800 km de câbles d'ici 2027. Et si on reste à l'international, on peut voir dans l'actualité ces images surréalistes de Los Angeles, face à face entre manifestants et soldats et usage de gaz lacrymogène. Donald Trump a déployé 2000 soldats de la garde nationale contre l'avis des autorités locales au 3e jour des manifestations contre sa politique migratoire. Dans un communiqué, le consulat de France à Los Angeles conseille aux voyageurs d'éviter plusieurs quartiers de la ville.
Un week-end en bleu avec, on l'a dit, le sommet de Nice demain et la journée mondiale des océans aujourd'hui. L'occasion d'évoquer ces menaces sur les tortues marines. L'actualité locale nous le rappelle avec cette enquête pour trafic ouverte par le parquet. Protéger les espèces est plus que jamais d'actualité. C'est depuis 20 ans le cœur des missions de l'association Temana au Témoana. Thomas Chabrol. Ces nouveaux pensionnaires du centre de soins en un mois, ces bébés tortues vertes ont été récupérés à Tetiaroa. Ils étaient bloqués au fond de leur nid et n'ont pas pu rejoindre la mer. Depuis, les vétérinaires et les techniciens de l'association Temana au Témoana se relaient pour optimiser leurs chances de survie. Ces tortues sont très faibles, comme cet autre pensionnaire en soins depuis janvier. Baptisée Arconou, cette tortue verte est suivie de très près car elle ne parvient pas à prendre du poids. On lui donne aussi des vitamines et des injections de vitamines et d'antibiotiques en plus. Ces émergentes sont mesurées et pesées chaque jour. Les plus fragiles sont maintenus dans ces bacs pour favoriser leur croissance. L'association veille à leur état de santé avant de les faire évoluer dans la nurserie. Ici, d'autres tortues reprennent des forces. Athéa n'a pas encore été remise à l'eau. Il faut régulièrement la surveiller. En particularité, cette tortue elle a une malformation de naissance au niveau de la nageoire gauche. Elle a l'articulation qui ne s'est pas formée, du coup elle a l'os soudé totalement. Et du coup on est obligé de bien la surveiller, d'essayer de la faire plonger à chaque nourrissage quand on la nourrit. Le but c'est qu'elle devienne de plus en plus autonome, qu'on n'ait plus à la surveiller aussi, qu'on espère la relâcher dans l'océan, quoi. Mais une fois relâchée, elle doit faire face à de nombreux risques. En Polynésie, les principales espèces observées sont les tortues vertes et les tortues imbriquées. Elles sont respectivement classées en danger et en danger critique d'extinction. Nous, ici en Polynésie française, les principales menaces, c'est tout le temps lié à l'homme. Donc on va avoir la pollution. Donc pollution, c'est l'ingestion de plastique, mais aussi la prise dans des filets, tous les filets de pêche dérivants. Et après, on va aussi avoir pas mal de collisions bateaux qui malheureusement ont tendance à augmenter ces dernières années. Autre menace, le braconnage. L'association mise sur la sensibilisation auprès des scolaires et du grand public. Elle lance sa nouvelle plateforme interactive IT pour s'informer et mieux connaître les tortues marines du Fénois. C'est une plateforme qui va permettre du coup aux enfants mais aussi aux plus âgés d'en apprendre sur les tortues marines. Donc on va avoir à la fois des jeux, à la fois des quiz, à la fois des vidéos. Donc sous plusieurs formats pour justement, comme l'outil numérique se développe de plus en plus, voilà, pour que tout le monde ait accès à ces connaissances. Éduquer, soigner et protéger des espèces marines, l'association Temana o Témoana transmet ses connaissances pour sauvegarder les richesses des océans. Depuis la création du centre, 650 tortues ont été prises en charge. Je vous le disais en titre, Manutea Lodge, c'est ce projet qui voulait voir le jour à Moorea. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, on parle d'un chantier polémique, d'une plainte et désormais d'une enquête publique qui démarre demain. Le point avec Nicolas Pérez, Esther Cuneo, Naya Bennett. C'est un chantier de plus qui n'a pas échappé à la fédération Tahei Hauti Yamorea. Inquiet des conséquences pour l'environnement, le groupement d'associations a même porté plainte contre ce projet de résidence à Pihaena. Et les tensions ont fini par déboucher sur l'ouverture d'une enquête publique. Une plainte a effectivement été déposée auprès du procureur. Il y a eu 4 mois de travaux d'une ampleur énorme, sans permis. Et on ne savait donc, personne ne savait exactement quel était le projet, jusqu'où ça allait aller. Il n'y a pas eu les enquêtes publiques nécessaires, l'étude d'impact environnemental. Donc on n'avait pas non plus moyen de s'exprimer, de donner des avis et de vérifier que l'impact paysager était pris en compte. Si l'enquête publique doit justement permettre de s'exprimer dès demain, pour certains, elle arrive trop tard. Car pour lancer ce projet, une route a dû être tracée. Et si l'ouvrage a obtenu un permis de construire, les derniers épisodes de pluie ont causé des éboulements provoquant des chutes de rochers de soutènement qui sont passés à quelques centimètres seulement d'habitations en contrebas. Des incidents qui, en décembre dernier, ont poussé la mairie à arrêter les travaux et demander aux riverains de rester vigilants. Les voisins n'ont plus accès à leur maison à cause des travaux qui ont été réalisés en dépit du respect du voisinage, des règles en la matière. Comment on en arrive là? C'est inacceptable. On ne met pas les gens en danger pour son propre profit. Il y a des règles à suivre. Du côté de la défense du promoteur, on explique que la mairie a été manipulée.
Les travaux n'auraient pas été arrêtés s'il n'y avait pas eu cette espèce de vindicte de 2-3 personnes, c'est-à-dire que la mairie, à mon avis, s'est fait instrumentaliser. Elle a d'abord arrêté les travaux, ensuite il y a eu des problèmes. Et donc, malheureusement, quand on voit cette chronologie, c'est regrettable, parce que si la mairie n'avait rien fait, eh bien, conformément à ce qui était demandé par le géotechnicien, les travaux auraient continué et il n'y aurait pas eu ces problèmes-là pendant cette mini-saison des pluies. Mais si la route a bien obtenu un permis de construire, 6 parcelles ont également été terrassées. Pour ce chantier-là, les riverains font remarquer qu'aucun permis n'a été encore délivré, ce que confirme la directrice de la construction et de l'aménagement. Les travaux qui ont été autorisés pour la SCI Manoutea Lodge concernent une route et donc c'est ce permis qui a été délivré dernièrement. Selon la DCA, les lancements de chantiers sans permis officiel sont monnaie courante en Polynésie. La lenteur des procédures de délivrance n'y est pas étrangère. Aussi, certains propriétaires préfèrent commencer à construire, quitte parfois à mettre les autorités devant le fait accompli. On constate effectivement par les signalements qui nous sont remontés et qui font l'objet de procès-verbaux par les mouteuils ou bien par les agents assermentés de la DCA, que les personnes réalisent des travaux sans autorisation. Il faut savoir que le code ne permet pas normalement ces procédures de régularisation, mais quand un dossier est présenté au procureur et qu'une régularisation est demandée, donc oui, ce sont des choses qui persistent, mais qui ne devraient pas justement, parce que ce n'est pas légal. Si pour l'avocate du promoteur, le dossier ne présente aucune difficulté, son client a néanmoins pris des précautions, comme cet ouvrage permettant de limiter les risques en cas de nouvelles intempéries. Mes clients ont prévu aussi un bassin d'orage qui est une des structures les plus importantes pour répondre à l'évacuation des eaux pluviales. Ils ont fait bien plus que ce qu'ils étaient obligés de faire. Et aujourd'hui, non seulement tout est sécurisé, mais il peut pleuvoir tout ce qui est possible. Il ne se passera absolument rien. Le tribunal administratif ayant prononcé la clôture de l'instruction, l'affaire est désormais en état d'être jugée. Protéger un site sacré et développer un lieu vivant, c'est le dilemme de Taputapu Atea. Après l'UNESCO, à Raiatea, le patrimoine devient un enjeu pour l'équipe qui gère le site, et ce, malgré de très bons chiffres. Un reportage de Melete Ato sur les images de Samuel Ravatua-Smith. Classé patrimoine culturel mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2017, le marais Taputapu Atea connaît une forte fréquentation touristique depuis. Plus de 30 000 visiteurs sont enregistrés à l'année, selon la Direction de la Culture et du Patrimoine, la DCP. Tu sens qu'il y a le poids d'histoire sur le site, de par les structures. Tu t'imagines à l'époque comment c'était, les cérémonies, tout ce qui pouvait s'y passer. Après, nous on regarde aussi plus le côté esthétique en tant que touriste. On a regardé plein d'endroits et puis finalement on s'est décidé pour Polynésie. Ça se voit qu'il y a beaucoup de tourisme, en fait c'est vraiment fait pour le tourisme, ces îles, et on adore profiter. C'est une bonne destination quand on veut découvrir quelque chose de complètement différent, puisque d'Europe on n'aura jamais une jungle pareille, de la verdure pareille, mais c'est aussi intéressant de voir justement la culture qui est finalement française sur beaucoup de choses, mais pas vraiment française. Le berceau de la civilisation polynésienne attire touristes internationaux, touristes locaux, mais également des groupes culturels de Aotearoa et de Hawaï. Ce retour-là des Hawaïens et des Maoris, ça nous fait aussi prendre conscience, nous, aux locaux, que ce site, il a vraiment un intérêt particulier. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'associations culturelles, aussi les écoles là, qui font beaucoup d'efforts en ce sens, pour renouer avec l'histoire, pas que de ce site, mais vraiment de leur culture, de leurs origines. Le représentant de la DCP sur l'île assure que le plan de gestion du site est en phase de révision afin de réorienter les objectifs de préservation et de développement du site. Un développement économique et financier qu'il espère fera profiter la population de Opua. Allez, c'est l'heure de votre journal des sports. Et ce week-end, terrain, tatami et stade étaient bien remplis. Du développé couché au rugby des petits, en passant par le judo collectif et les finales de basket, il y en avait pour tous les goûts. Restez avec nous, ça commence maintenant.
de la fonte, de la sueur et des records ce week-end à Aroué. Oui, l'école Toru a accueilli le championnat de bench press. 60 athlètes étaient au rendez-vous et des féminines qui se démarquent, les temps forts dans ce reportage. Le bench press n'est plus réservé aux hommes. En Haïti, les filles arrivent en force, motivées par l'esprit d'équipe et l'envie de repousser leurs limites. Pour beaucoup, c'est une première dans cette discipline de force pure. Tu ne penses pas que tu peux porter ce genre de poids, mais en fait tu peux y arriver facilement. Grâce à cette cohésion, les entraînements, toutes les renforts qu'on fait notamment, parce qu'on nous dit souvent que notre sport c'est juste 3 mouvements, squat, bench, deadlift, alors qu'en fait derrière c'est plus des renforts, on travaille dur et tout ça. Oui, très satisfaite, parce que déjà je ne me suis pas beaucoup entraînée ces temps-ci. Et pour une belle barre de 80 kg, ça va. Je suis toute contente. Je visais 80 à 85, mais là la dernière barre, ça n'a pas validé, mais c'est pas grave, prochaine fois. Du côté de Bora Bora, Koulani Terita Ohia, engagée en plus de 120 kg, s'impose face à ses adversaires grâce à une barre validée à 95 kg. Elle échoue de peu à 97 kg 500, mais cela suffit pour décrocher la première place. Première barre 90, deuxième barre 95. Bon, la troisième, je n'ai pas pu. Oui, il y avait du monde un peu, il y a le stress. La première fois que je fais ça. Catégorie reine, les plus de 125 kg, et Bora Bora continue à faire parler sa puissance. Malone Tapi s'offre un deuxième titre d'affilée avec une barre à 235 kg, moins que les 250 kg de l'an dernier, mais assez pour dominer la catégorie. Mon objectif, c'est de tenir encore le titre deuxième fois consécutive. Et je crois que ça a payé, ça a marché. Ah oui, très satisfait de mon niveau d'aujourd'hui. C'est comme je t'ai dit, tout le monde était fort, mais il fallait jouer tactiquement maintenant. Chez les masters, l'expérience parle. Tario Tereharoa, déjà triple champion national, décroche un 5e titre polynésien. Nouvelle victoire pour ce vétéran de Bora Bora, toujours aussi impressionnant. Aujourd'hui, j'ai fait qu'une barre. Ensuite, j'ai fait une barre à 210. En fait, ici, aujourd'hui, j'ai fait la compétition pour un 5e titre champion en Polynésie. Depuis 2021 et jusqu'à là maintenant. Avec 23 athlètes inscrits, le club nahitino Aroué s'impose en force et rafle la mise, 19 médailles dont 12 en or. Mais pas de repos pour les plus motivés. Prochain rendez-vous le 5 juillet avec la compétition de force athlétique. Cette fois, squat, développé couché et soulevé de terre seront tous au programme. Direction la salle de JT à Pirée pour une finale sous haute tension. U9, U13, U18, les jeunes basketteurs se sont battus pour un seul objectif, le titre de champion de Tahiti. Des paniers décisifs de l'émotion et une ambiance bouillante, Liora Bounik était au cœur de l'action. Le stade a vibré au rythme de passes et de paniers. C'est le dernier acte de la saison pour les jeunes basketteurs. Sur le terrain, beaucoup d'intensité et d'émotion. C'est toujours une expérience incroyable à vivre. Je suis très fière d'elle. C'est compliqué, mais... Les catégories U9 ont lancé les hostilités. D'abord les demi-finales. Central se bat et s'impose 56-45 dans son dernier match contre Punaoru. Une défaite pour les autres, mais le sourire reste intact. Je suis heureuse et je me suis bien amusée. C'était très bien, ça s'est très bien passé. Il faut juste qu'on s'entraîne encore un peu pour mieux gagner. Place au U13 où l'ambiance monte d'un cran. Chez les filles, Aroué prend l'avantage contre Tefana. Les automatismes sont là et la confiance suit. Ça se passe très bien, on est stressé, mais pour l'instant on arrive à bien jouer, à bien faire ce que le coach nous dit. Aroué creuse l'écart en deuxième période et signe une large victoire, 79-39. Chez les garçons, Excelsior prend rapidement l'avantage. En face, le moral flanche. Je suis très fatiguée et j'ai du mal à tenir. Nos faiblesses, c'est la défense. Et nos points forts, c'est qu'on met beaucoup nos paniers. Pour l'instant, notre équipe mène de 10 points. Je trouve que c'est un beau score, mais on pourrait beaucoup plus faire. En fait, c'est surtout la défense qui nous pose problème. Mais l'écart se maintient. Excelsior tient bon et s'impose 74-54. Et enfin les U18, un match serré chez les filles. FEIPI démarre fort, mais Excelsior inverse la tendance et l'emporte 54-48. Ce match a été très intéressant parce qu'au début on menait, on était carrément dans le match. Après, au fil du 3e vers 4e quart-temps, on a commencé à se laisser aller, on va dire.
Et c'est là où ça a beaucoup joué sur le mental. C'était notre finale et c'était très émouvant avec les spectateurs qui t'encouragent. La pression, c'est énorme. Hein. Sur le terrain, il faut rester concentré, il faut jouer son jeu, il faut faire confiance à son équipe. Le moment fort de la journée, la finale U18 chez les garçons. Le combat est acharné entre Aorai et Aroué qui se rendent coup pour coup. Deux équipes prêtes à tout pour décrocher la victoire. Là, de cet état d'esprit, actuellement, on est plutôt assez confiant quand même. On sait qu'on a les capacités et une bonne équipe pour pouvoir gagner ce match qui est important. On espère créer la surprise ce soir à JT. J'apprends bien ce match parce qu'on a également une bonne équipe. On a un bon jeu et si on joue bien collectif, normalement, on pourrait décrocher la victoire. Une finale remplie de suspense, score à égalité à la fin du temps réglementaire 72-72. En prolongation, Aorai finit par obtenir le dernier mot, victoire 85-82. À présent, du kumikata, de la technique et une sacrée dose d'énergie sur les tatamis de Pile A. Et oui, avec plus de 300 judokas pour la première édition du championnat de Polynésie par équipe mixte. Oui, une journée collective qui clôture la saison de judo sur une belle note. Regardez. Des poussins aux seniors, les équipes s'enchaînent toute la journée dans une ambiance rythmée, solidaire et parfois survoltée. Parmi les clubs engagés, Rongiroa marque les esprits. 12 jeunes venus des Tuamotu dont certains ne disputent ici que leur deuxième compétition et pourtant leur Benjamin frôle la victoire. On finit deuxième en Benjamin en passant très près de la plus haute marche parce qu'on perd sur le dernier combat, c'est dommage. Donc un bilan positif pour les autres équipes. Bon voilà, ils perdent en repêchage. Ils ont pris de l'expérience, ils ont gagné un peu en maturité aussi sur cette compétition de judo. Sur le tatami, les jeunes de Rongiroa ne lâchent rien. Ils découvrent un niveau plus dense, plus relevé qu'à la maison, mais ils répondent présents avec cœur et fierté. C'était dur et c'était bien. Et maintenant, on va continuer à encourager les autres équipes. C'était bien le combat. Le niveau est plus élevé que chez Rongiroa. Parce que je pense qu'ils ont plus d'entraînement que nous. Et je pense qu'ils sont plus expérimentés que nous. Oui, en fait, on a tout donné. On a essayé de gagner juste pour gagner des médailles, quoi. En senior, le suspense n'aura pas duré longtemps. Tefana frappe fort, deux équipes engagées et les deux en finale. Pas de doute, le titre reste à la maison. Ce qui est vraiment bien pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nos deux équipes gagnent les demi-finales. Donc ça veut dire que là, à l'instant, on va se rencontrer les deux équipes Tefana en finale. Et donc, on est tous les deux assurés d'avoir au moins une médaille, quoi. Cette première édition du championnat par équipe mixte marque aussi la fin de la saison pour les judokas du Fénois. Une belle journée de sport et de cohésion où le JJP s'est illustré avec 2 titres remportés. La relève est là et déjà bien en place. Et tout de suite, on découvre le reste de l'actualité sportive en bref et en images. Sur la lancée de la victoire à la Toa Pro à Paparaomi, Kaolivast et Tia Zebrowski se sont illustrés en Australie sur la première étape des Challenger Series. Sur le spot de Newcastle, le champion olympique a tracé sa route jusqu'en finale où il s'est incliné face à Jacob Wilcox. Et Tia Zebrowski de son côté s'est arrêté en demi-finale. Grâce à ces résultats, les surfeurs tahitiens lancent très bien leur campagne de qualification pour le Tour mondial. Ils ont rendez-vous dans un mois en Afrique du Sud pour la deuxième étape des Challenger Series. À l'hippodrome de Pirée, une centaine de cavaliers a participé ce week-end à la dernière étape du championnat de Polynésie. Au programme du dressage et du saut d'obstacles. Cette compétition a notamment permis aux 8 cavaliers sélectionnés pour les championnats de France de se tester avant le départ pour la métropole prévue dans 15 jours. Bien sûr que c'est une répétition parce qu'on est dans les dernières compétitions avant départ. Donc là, c'est pour moi l'occasion d'ajuster, de mettre au point les derniers détails avec les cavaliers avant notre départ en métropole et notre préparation là-bas. On a une équipe d'adultes, c'est une première. On a voulu récompenser une catégorie qu'on a beaucoup en équitation et une équipe junior qui tient bien la route là pour aller essayer de gagner les championnats.
L'AS Chonhua organise sur 2 week-ends son tournoi consacré aux jeunes. On liste près de 70 espoirs de la petite balle jaune âgés de 9 à 16 ans. Objectif, leur donner du rythme en compétition et le tout dans une ambiance conviviale. Les catégories U10, U14 et U15 ont ouvert le tournoi hier. La compétition se poursuit le week-end prochain sur les cours de l'AS Chonhua avec les catégories U12 et U16. Après une année 2024 chargée en titres et résultats, le club d'escrime traverse actuellement une phase de transition marquée par l'arrivée d'un nouveau président pour la fédération. Côté compétition, le calendrier a été allégé, mais l'horizon s'annonce prometteur avec la reprise de participation internationale pour les moins de 13 ans. Et avec le départ de ses meilleurs compétiteurs pour des études en métropole, la fédération s'est lancée dans un processus de reconstruction et de restructuration, un travail de fond qui demandera plusieurs années. Au niveau des grands, c'est la représentation du pays. De l'escrime polynésienne au niveau du Pacifique, où on est quand même relativement bon, suite d'ailleurs au dernier championnat d'Océanie que nous avons organisé l'année dernière. Et là, il faut reconstruire pour pouvoir remonter à un niveau excellent au niveau du Pacifique. Le problème, c'est que notre cible, c'est les moins de 17 ans, les championnats d'Océanie des moins de 17 ans où on veut tout gagner. Et là, pour l'instant, on n'a pas forcément la génération. Que pour former un très bon compétiteur, il faut 3-4 ans. Donc voilà, on est en train de reconstruire et on est en train de se restructurer aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Et c'était la fête du ballon ovale à Fataoa. Près de 200 jeunes DU6 au U13 pour clôturer la saison des écoles de rugby. Entre joie et bonne humeur, une journée bien encadrée avec un esprit 100% rugby. Venu tout droit de Wallis et Futuna, le Lyonnais Rugby Club ne passe pas inaperçu. Les jeunes s'adaptent vite et n'ont pas peur de la confrontation. Fiers de porter leurs couleurs, ils savourent chaque match. Au final, ils remportent leur catégorie et repartent avec de l'expérience, des souvenirs et l'envie de revenir plus fort. Déjà, ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes, de faire un peu de compétition, montrer notre petite île qui est un peu loin de Tahiti. Donc on est très fiers de venir ici. On a gagné, je suis très fier de mon équipe. Et c'est comment le rugby à Wallis? C'est le même genre de niveau qu'ici ou c'est plus fort, tu penses? Je pense que Wallis c'est plus fort que Tahiti. C'est quoi la différence alors? La technique et le gabarit un peu. Sur le terrain, ça court, ça crie, ça passe et ça progresse. Certains jeunes enchaînent les victoires comme cette équipe qui n'a laissé aucun match leur échapper. Le secret, une vraie cohésion d'équipe. Au début de l'année, on jouait seulement solo mais pas collectif. Et du coup, à force que notre coach nous dit qu'il faut passer, du coup, on a appris à passer. Alors, c'est plus efficace de jouer solo ou collectif? Collectif. 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 Derrière les jeunes joueurs, tout un encadrement est mobilisé. Éducateurs, arbitres, bénévoles, tous contribuent à faire de cette journée un succès. Malgré quelques gouttes de pluie, l'ambiance reste joyeuse, le jeu propre et l'esprit rugby bien présent. Il faut bien se placer, et il faut bien plaquer et il faut bien s'attirer. Enfin, on est fort parce qu'on s'est bien plaqué. En fait, le grain nous a un petit peu rafraîchi les idées et puis a permis d'avoir moins chaud. Mais ça a été une très très belle après-midi, du beau jeu, mais un très bon état d'esprit surtout. Moi, je tiens à le signaler, le travail des éducateurs qui fait tout ce qu'il faut. Les arbitres, les jeunes arbitres qui ont œuvré toute l'après-midi, qui ont été vraiment excellents. Donc voilà, c'est l'état d'esprit général qu'il faut souligner aujourd'hui. Ici, pas de plaquage violent ni de mêlée poussée. Le rugby s'adapte à l'âge des enfants en toute sécurité. La saison se termine sur une belle note et donne déjà envie de recommencer. Pour finir, ne manquez pas cette semaine. Et vendredi soir à Mahina, duel au sommet entre Vénus et Dragons en Ligue 1. De vendredi à dimanche à Moorea, place à la nuit des trails pour les coureurs. Et ce samedi, la Vodafone Challenge Race revient pour une 6e édition devant au Pakaore Tinihau. Voilà, c'est la fin de ce journal. 19h10, bien dans son faré. 19h45, Mathilda. Le film de votre soirée. L'information continue sur TNTV. Demain, Vaitiale Nauta et Sophie Guébel. Et belle soirée à tous sur TNT. Prenez soin de vous et très belle semaine. Merci.